Bonjour à tous, chers futurs millionnaires. Je voulais vous parler justement de l'affaire MTGOX. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un exchange qui a été créé en 2009 par un Français, Marc Capoles. Et donc en 2014, l'exchange crypto s'est fait hacker. Et donc ils ont, les hackers, ils ont réussi à détourner 744 408 bitcoins. Vous vous rendez compte, à l'époque, en 2014? Et donc l'exchange a fait faillite, donc il y a eu des procès, donc les détenteurs les gens qui avaient des cryptos sur la plateforme, a attaqué bien sûr l'exchange au tribunal au Japon. Et récemment, on a eu des news, en fait des nouvelles, et donc le tribunal japonais va demander justement à l'exchange MTGOX de rembourser les clients. Et donc on va voir ça en fait pour les gens qui ont un peu suivi l'histoire. C'est incroyable cette histoire parce que en fait, Marc Capoles, en fait, c'est un développeur autodidacte. En fait, il a pas de diplôme. Je sais que j'avais vu un reportage sur lui. En fait, il aime pas du tout l'école et en fait, il a appris tout seul à coder, ce qui est incroyable. Et après, il est monté et il est devenu, comment dire, gérant, PDG de MTGOX. Et à l'époque, je me rappelle, c'était en 2014, la plateforme gérait 70% des transactions mondiales en Bitcoin. Est-ce que vous vous rendez compte? 70% des transactions mondiales en Bitcoin. Et puis il s'est effondré parce qu'il y a eu un hacking de la plateforme. Et donc la justice japonaise comment dire, a donné l'ordre comment dire, de rembourser ses clients. Et donc on va voir l'impact possible sur le marché des cryptos et de Bitcoin. Et donc moi je pense que c'est une bonne chose. Mais il a aussi de la chance parce que le Bitcoin en 2014 n'avait pas les mêmes prix que maintenant. Vous voyez. Donc il a été sauvé en quelque sorte par la montée du Bitcoin. Et on est arrivé à 69 000, 67 000 dollars un Bitcoin. Bon, il a chuté à 57, 56 aujourd'hui. Mais à l'époque, ça ne valait pas, 2014, ça ne valait pas 67 000, vous voyez. Donc, grâce à la montée en flèche de Bitcoin, en fait, il a été sauvé. Il a été sauvé par le prix de Bitcoin. Du coup, tous les actifs qui sont restés dans l'exchange, il me semble que l'article, en fait, parle également du nombre de Bitcoins qui sont restés dans l'exchange. Il me semble 200 000 Bitcoins, il me semble. Voilà. Donc on va voir ça. 2014, le site a annoncé la fermeture et le dépôt de son bilan. Explication de Marc Capoles, les hackers ont dérobé 750 000 bitcoins des serveurs de la société, soit l'équivalent de 450 millions de dollars à l'époque. Hein. Peu après, on peut voir un piquet, oui, de protestataires, etc. Ça, j'ai vu à la télé également. Voilà. C'est ici que l'article parle. Après la faillite, Marc Capolas avait remis au liquidateur 200 000 bitcoins préservés du vol. Alors, je vous imaginez le calcul là, maintenant, en 2021. 200 000 bitcoins multipliés par, allez, 60 000. Incroyable, non? Sur les 130 000 bitcoins des clients qu'avait l'exchange, 24 000 créanciers se sont fait connaître en vue de récupérer leurs bitcoins perdus. Ok, donc est-ce que vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les clients de la plateforme vont récupérer leur bitcoin. Il y a 130 000 clients qui vont récupérer leur bitcoin. Et donc c'est comme si qu'ils ont été forcés en fait de holder du bitcoin pendant des années depuis 2014 jusqu'à 2021. Et coup de bol, la chance, le prix des bitcoins il est à 67 000, 69 000, 57 000. Incroyable, non? C'est vraiment, ils ont la chance de récupérer leur bitcoin. En plus à des prix mais incroyable quoi. Une performance de fou. Euh, donc, quel est l'impact en fait qu'il peut avoir sur le prix de Bitcoin?
L'impact, c'est que si tout le monde commence à vendre, les clients de MT-Box commencent à vendre, ça peut faire chuter justement le prix du BTC. Donc c'est normal. Mais ce qui est logique, c'est logique que les gens prennent leur gain, quoi. Parce que depuis 2014, tu conserves le Bitcoin et tu vois qu'il est à 67 000 en 2021, tu prends tes gains. Donc ce qui est logique de prendre ses gains. Mais la chute, je pense, il y a des gens qui vont holder, hein, je pense, qui vont vendre une partie de leur Bitcoin et d'autres personnes vont garder. Et l'impact, je pense pas que ça va être un crash monumental du BTC parce que les volumes en 2021, il y a beaucoup d'exchanges, beaucoup de volume et le marché peut absorber, je pense, quand même une partie de Bitcoin de MTGOX. Vous voyez, c'est pas comme si on était en 2014 où il y a pas trop d'exchange, les volumes sont ok, mais n'est pas comment dire élevé comparé à 2021. Donc je pense que le marché peut absorber la vente de Bitcoin dans 2021. Donc honnêtement, je m'inquiète pas. Euh, En plus, il est quand même préférable pour les gens qui sont comment dire pro Bitcoin d'acheter quand les prix sont chutent en fait, hein. C'est psychologique, hein. Après, les gens ont peur d'acheter quand ça chute. Mais je suis pas conseiller financier, à vous de voir. Mais quand ça chute, bah, ils appellent ça buy the dip, acheter quand ça crache. Et pourquoi pas holder à long terme. Ça, après, c'est mon point de vue, hein. Faites vous-même votre propre avis, mais pour moi, le Bitcoin, c'est un bon edge contre l'inflation. D'accord. euh, Et c'est une monnaie pour moi. Après, pour les économistes de télé qui racontent jamais leur conflit d'intérêts, c'est que pour eux, c'est pas une monnaie. Parce que la définition d'une monnaie, c'est stable. Il faut que ce soit, comment dire, je crois qu'il y a trois définitions, il y a trois fonctions de la monnaie, etc. Mais bref, ça c'est leur définition à eux. Et en 2021, il y a des monnaies numériques maintenant, donc qui peuvent très bien être une monnaie. Parce qu'ils disent que ce n'est pas une monnaie, parce que ce n'est pas officiel, blablabla. Les gens n'achètent pas une voiture ou une maison avec des bitcoins. Vous voyez, c'est l'argument un peu faible. Alors que bitcoin, maintenant, beaucoup de gens dans le monde acceptent des bitcoins. Euh, Quelqu'un qui connaît le bitcoin, il va pas refuser de recevoir des bitcoins. Ouais, vous voyez, vous allez dans je sais pas moi, par exemple, vous allez vouloir acheter une voiture, par exemple. Eh ben, je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un qui accepte le Bitcoin, quoi. Donc, il y aura toujours moyen, parce que c'est tellement connu, le Bitcoin, maintenant. Vous voyez, maintenant, tout le monde connaît la valeur du Bitcoin, même si, bon, la volatilité, ça chute, ça monte, ça chute, ça monte, parce que le marché, il est petit. Il est encore petit, c'est pas comme l'or, où c'est des trilliards, etc. Les volumes sont énormes sur le marché de l'or. Donc, il y a beaucoup moins de volatilité, mais moi je pense que c'est le fait d'avoir sur votre portefeuille crypto un pourcentage de Bitcoin, c'est très bon. C'est bon. Après, rien ne vous empêche de comment dire de configurer votre exchange ou votre application crypto pour acheter en fait du BTC chaque mois afin de lisser en fait les risques, etc. Vous voyez, donc si vous êtes un holder à long terme, en fait que ça monte ou ça baisse, en fait vous en foutez, quoi. Vous en foutez parce que vous vous lissez dans le temps. Donc, tous les mois vous achetez quand ça chute, vous achetez quand ça chute, et voilà, c'est comme ça qu'on fait. On construit un portefeuille long terme. Après maintenant, en plus en 2021, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, vous savez que maintenant vous pouvez staker en fait votre Bitcoin, également l'Ethereum, Solana, staker des stablecoins. Vous pouvez rajouter en fait sur votre portefeuille crypto euh, des stablecoins en dollars, en pounds, en euros, qui après vous le stakez à 12%, d'accord, ça vous rapporte des intérêts à 12% chaque année. Et donc ça va hedger, ça va couvrir un peu la baisse des cryptos. Mais de toute façon, les cryptos, vous pouvez le staker également à 6%, 8%. Et donc ça vous rapporte quelque chose, en fait. Vous voyez, tous les mois, ça vous rapporte, ça vous rapporte. Et en plus, chaque année, eh ben, les intérêts que vous avez reçus, les cryptos, les stablecoins, vous pouvez les réinvestir, en fait.
Investir pour investir dans des projets, pour acheter des startups par exemple, devenir actionnaire, ou bien investir dans des ICO, dans des projets crypto, etc. Oui. En fait, vous équilibrez votre portefeuille crypto comme ça. Pourquoi pas également se couvrir avec de l'or et de l'argent. Donc je suis pas conseiller financier, hein, à vous de voir. Mais l'or et l'argent, le fait de détenir un pourcentage, ce n'est pas délirant. Mais bon, on sait que l'or et l'argent est truqué. On peut voir ça. En fait, vous allez sur, c'est très simple. Hein, vous allez sur Google, vous tapez Gold Price Week. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'articles en fait qui parlent que le prix de l'or est manipulé, est truqué, etc. Il y a des banques qui ont été condamnées également pour avoir truqué le prix de l'or en fait. Parce que maintenant sur le marché financier, on peut acheter de l'or et on peut vendre de l'or papier en fait. Des ETF, ils appellent ça des ETF en fait, qui suit le prix de l'or et l'argent. Le fait de vendre du papier, le problème c'est qu'ils vendent beaucoup plus de papier que d'or physique. Forcément, vous pouvez manipuler le prix de l'or ainsi en fait. Vous voyez, en shortant, en vendant du papier gold et ça fait chuter le prix physique de l'or physique en fait. Et donc, eh ben, lorsque ça chute, eh ben, c'est qui peuvent acheter plus bas? Eh ben, les banques centrales. On a vu comment dire, la banque centrale russe et la banque centrale chinoise sont friands de l'or. Donc ils achètent de l'or. Pourquoi ils achètent de l'or? Parce que c'est la monnaie, parce que c'est une vraie monnaie. Depuis des décennies, c'est une vraie monnaie. Donc ils la stockent dans leur coffre, malgré que c'est un coût. L'or ne délivre pas de dividendes. À un coût de stockage. Vous voyez? Et pourquoi ils achètent de l'or? Et ils le stockent? Parce qu'ils savent très bien que c'est la vraie monnaie. Ça peut en fait, comment dire, être le backup de votre monnaie fiat, monnaie papier. D'accord? C'est pour ça que c'est pas délirant d'avoir un pourcentage d'argent, l'or et d'argent dans votre portefeuille. Mais je crois que Goldman Sachs, ils avaient parlé, Goldman Sachs prédit, Goldman Sachs, ils ont prédit l'or forecast. Forecast. Goldman Sachs, ils avaient prédit l'or à combien? Je crois qu'ils avaient en parlé à x10. J'ai vu un article dessus, de Zero Hedge, il me semble. Gold Price. Chez Zero Hedge. Voilà. C'est celui-là. Zero Hedge, c'est pas mal comme site. C'est un site en fait créé par des financiers, des traders, etc. Donc c'est quand ils font des articles, c'est pas des amateurs. Hein. C'est vraiment très très bien comme site. Je vous conseille d'aller. Bon, il faut parler anglais, mais si vous parlez pas anglais, bah, allez sur le site de traduction. Donc vous pouvez traduire de l'anglais à français facilement en fait. Hein. Zero Edge. Vous voyez donc Gold Price, donc c'est donc ils pensent que l'or va faire un x10 dans quelques années ou dans quelques mois, quelques années. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation. Maintenant, on se rend compte que l'inflation n'est plus temporaire. Donc les banques centrales nous disaient oui, l'inflation c'est temporaire. Eh ben non, c'est pas temporaire. Ce sera vraiment à long terme. Et donc parce qu'on a créé tellement de quantité d'argent, de planches à billets en fait. Vous voyez. Donc les banques centrales pour un peu pour maintenir l'économie, pour pas que ça chute, ils ont imprimé de l'argent pour soutenir l'économie. En plus, il y a la pandémie du Covid-19, et donc ils impriment de l'argent, et forcément, l'argent imprimé, bah, ça va dans les marchés financiers, également sur le marché obligataire, ça crée des bulles obligataires, des bulles d'actions, bulles crypto, bulles immobilières, donc ça crée des bulles d'actifs en fait, tout simplement. Hein. Et également, bah, maintenant on se rend compte que ça crée également la hausse des prix, quoi. Ça crée de l'inflation finalement. Donc, vous voyez, donc l'inflation 2% officielle, ce n'est pas très
très crédible maintenant, parce que les gens peuvent aller voir eux-mêmes, se renseigner eux-mêmes le vrai taux d'inflation, oui. Et donc maintenant vous vous rendez compte que tout augmente, les gaz augmentent, les prix de l'essence augmentent, la nourriture augmente, et donc il n'y a pas que les prix, mais il y a également la quantité qui diminue. En anglais, on appelle ça shrinkflation. Shrinkflation, en fait, c'est la baisse des quantités, quoi. Shrinkflation, c'est ça. Voilà, shrinkflation. Est-ce que les économistes vous parlent de ça, shrinkflation? J'ai jamais vu à la télé un économiste parler de shrinkflation, vous voyez. Shrinkflation, en fait, vous avez une baisse de quantité, en fait, de quantité de nourriture ou de biscuits, etc. Là, vous voyez. On va voir en pourcentage. Là, j'espère que vous voyez. Voilà. BBC News, un site officiel, hein. Biscuits, chocolat, tech, le shrinkflation test. Mais j'ai jamais vu un économiste parler de ça, hein. Vous voyez. Alors, en 2014, on avait 232 grammes Snickers, que j'adore. Snickers, c'était très bon, je trouve. 2018, ils ont pesé quand même, hein. Ils ont eu quand même le réflexe d'aller peser, hein. 167 grammes, soit 28% de moins. Et c'est énorme, vous vous rendez compte? 28% de quantité en moins. Ça, oui, ça c'était connu, ça, chocolat. 200 grammes, on est arrivé à 150 grammes, à 25% en moins, et ils disent qu'il n'y a pas d'inflation, quoi. Faut arrêter. En français, je dirais, en traduction, je dirais une inflation cachée, en fait. Shrinkflation, c'est anglais, donc ça veut dire, shrink, c'est tout petit, ça devient tout petit, en fait, shrinkflation, c'est pour ça qu'ils utilisent ce mot-là. Et 150 pour celui-là, 122 grammes. Vous voyez, ça c'est de l'inflation. Et de dire qu'il n'y a pas d'inflation, c'est complètement fallacieuse, quoi. Il y a de l'inflation, et c'est pas 2%. C'est clairement pas 2%. C'est beaucoup plus. Ça doit être dans les 20% même. Oui, si on en plus dans leur panier de calcul de taux d'inflation, ils prennent que 6% l'immobilier. Mais c'est ridicule. L'argument c'est oui, oui, mais en fait ils veulent pas revoir leur mode de calcul de taux d'inflation. Parce qu'ils savent très bien que ça va créer, ils vont voir, mais le vrai taux d'inflation c'est 20%, c'est 15%, au moins. Vous voyez? Donc ils minorent en fait le taux d'inflation. Et en cherchant nous-mêmes les infos maintenant, grâce à Internet, on se découvre que l'inflation n'est pas 2%. Alors comment ils peuvent continuer à dire que l'inflation c'est 2%? Ce qui est ridicule. Donc, l'inflation, s'il était à 20%, et ben vous perdez chaque année du pouvoir d'achat en gardant vos euros, vos monnaies papier en banque. D'accord? C'est pour ça qu'il est important d'investir votre argent dans des actifs pour recevoir des revenus passifs et qui vont couvrir l'inflation. Vous voyez? Maintenant, les jeunes qui sont, comment dire, ils sont nés ou qui sont nés il y a 20 ans, ils ont la possibilité de s'en renseigner, de se former gratuitement sur YouTube, sur des chaînes. Ça, même, la personne n'est même plus obligée d'aller à l'école maintenant. Je veux dire, ils peuvent avoir un minimum de formation online. Vous voyez? Imaginez, vous avez juste le bac. D'accord? Et vous voulez pas aller à la fac parce que c'est pas votre chose, c'est pas votre truc d'aller étudier à la fac, c'est ennuyeux. Moi j'ai fait ça 5 ans, donc c'est dur, hein, c'est dur et c'est vraiment ennuyeux. Rester assis sur un banc et des théories, apprendre des théories économiques qui sont complètement théorie des jeux, ça m'a pas servi. Vous voyez, c'est bien, mais bon, voilà. Maintenant les jeunes ils peuvent se former online sur YouTube, en payant des formations pas chères. Il y a également sur les sites coursera.org, c'est un site de formation en ligne, pour même pas 10 $ où vous pouvez avoir des certificats, faire, comment dire, des licences online, c'est possible maintenant. Avec la pandémie Covid-19, vous n'êtes même plus obligé d'aller à la fac, assis sur un banc. Vous pouvez vous former online sur la blockchain, comment coder, faire du Python, etc. Donc vous voyez, pour les jeunes, l'avenir n'est pas, comment dire, n'est pas négatif en fait, hein. Donc si vous savez vous débrouiller, il n'y a pas besoin d'avoir un master. Un master, maintenant, avoir un master, à quoi ça sert d'avoir un master maintenant si vous payez, par exemple, dans les pays anglo-saxons,
Je sais très bien parce qu'à Londres, par exemple, les gens sont endettés. J'ai beaucoup de collègues anglais qui sont endettés et donc ils peuvent pas rembourser en fait leurs prêts pour leur master en fait. Déjà parce que c'est chaque année c'est à peu près 10 000 pounds l'année pour la première année de fac, deuxième année bon 20 000 pounds, 30 000 pounds. Donc une licence ici à Londres c'est 3 ans à peu près, un bachelor. En plus, il y a l'appartement, la nourriture, donc ils sont endettés. Ils arrivent après avoir fini leur licence, ils ont une dette de 50 000 pounds. Comment voulez-vous qu'ils remboursent 50 000 pounds? Donc, en plus, ils vont avoir un boulot, le premier boulot qu'ils vont avoir, ils vont gagner peut-être 40 000 pounds l'année. Et comme les intérêts des prêts étudiants au Royaume-Uni, c'est dans les 6%, 7% ou 10% à rembourser, eh ben, en fait, il y en a qui vont même pas rembourser. Donc ils vont attendre en fait jusqu'à 60 ans et pour que leur prêt soit write-off en fait, soit effacé. Dans les pays anglo-saxons comme aux États-Unis, qui va rembourser une dette de 200 000 dollars maintenant en ayant fait un master aux États-Unis? Ils peuvent pas rembourser. Surtout maintenant que les salaires ne sont pas forcément élevés, il n'y a pas il y a pas trop de travail parce que maintenant on a comment dire, on a les robots, ils appellent ça artificial, tu vois, artificial intelligence, ils appellent ça. Et donc, qui va quand même, qui va faire que les gens vont perdre leur boulot. Donc, beaucoup de boulots vont disparaître. C'est pour ça que les politiques là qu'on voit à la télé, ils sont là en train de dire oui, mais ce serait peut-être pas si mauvais de penser à un revenu universel. Vous voyez, l'État vous verse en fait 500 euros, 600 euros par mois comme revenu universel. Parce qu'ils savent très bien qu'il y aura beaucoup de gens qui seront à la rue et qui vont pas trouver comment dire, du travail. Parce que tout le monde ne peut pas forcément être entrepreneur, ne peut pas forcément être développeur, informaticien, et ne veulent pas forcément se former, n'ont pas forcément l'esprit pour se former, etc. Vous voyez? Et donc, c'est pas facile, mais pour les jeunes, l'avenir est beaucoup. Moi, je pense pas que l'avenir est négatif. L'avenir, pardon, l'avenir est extraordinaire pour les jeunes qui veulent se former online, en fait. D'accord? Avec la beauté du métaverse, l'environnement 3D qui va arriver, les lunettes 3D, etc. Il y aura du travail pour les gens qui savent coder, qui savent vendre comment dire, leurs skills, leurs compétences, par exemple en marketing, en réseaux sociaux, gestion de réseaux sociaux. Vous voyez, il y a tellement de choses à faire maintenant euh, pour la nouvelle génération. Donc, restez positif et moi je pense que l'avenir est pour les jeunes qui savent en fait utiliser le système. D'accord? Parce qu'on n'est plus obligé de rester bloqué dans une banque. Si une banque vous bloque votre argent, rien ne vous empêche de fermer et d'aller voir une autre banque. Vous voyez, c'est plus l'ancienne génération aime bien garder l'argent dans la même banque en fait. D'accord? Mais en fait non. Il y a d'autres banques online. C'est très facile d'ouvrir un compte et en plus je sais qu'il y a des banques qui bloquent les transferts. Si vous voulez acheter des cryptos, ils vous emmerdent en fait, ils vous bloquent votre argent, alors que c'est votre argent. Hein. Pour un transfert ridicule de 100 euros, 200 euros, 500 euros, ils vous bloquent. Donc ils vous bloquent. Mais ça, moi, une banque qui me fait ça, je ferme. Moi, je ferme la banque direct. Je vais voir ailleurs. Mais j'ai le choix. Et je vois une banque qui est beaucoup plus user-friendly en ligne. Donc voilà, j'ai jamais vu, honnêtement, j'ai jamais vu ma conseillère bancaire depuis 20 ans. Enfin, je l'ai jamais vu parce que tout se fait en ligne maintenant. Donc quand j'ai besoin, bah, je me log sur le site, j'envoie un email et voilà. J'ai jamais vu ma conseillère. Et donc maintenant, le boulot de conseillère dans les agences, ça doit pas, ça doit, comment dire, licencier pas mal. Hein. Je pense que maintenant avec Internet. Et donc voilà, une petite vidéo un peu, une vidéo positive. Gardez à l'esprit que maintenant vous avez la possibilité de placer, d'investir votre argent facilement, d'accord? Très facilement avec Internet maintenant.
Pourquoi pas? Regardez, renseignez-vous vous-même, stakez votre argent. Vous avez 10% à 12% d'intérêt que vous pouvez recevoir en stakant votre argent. Et les gens ne se renseignent pas, ils le font pas, ils ont peur, etc. Mais regardez l'inflation, on est au moins à 20% d'un taux d'inflation. D'accord? Alors que vous pouvez recevoir des intérêts en dormant, en stakant du crypto et du stablecoin. Et vous ne pouvez pas staker de l'euro. D'accord? Ça ne vous rapporte rien. Et dans certaines banques, en Danemark, en Suisse, en Belgique, c'est des taux négatifs. D'accord? Les banques centrales ont tellement imprimé d'argent, et maintenant c'est la bourse est administrée en fait par les banques centrales, et les taux sont administrés, d'accord? Les taux très très bas, et donc elles ne peuvent plus remonter les taux, parce que si elles remontent les taux, c'est la faillite pour tout le monde. Il y a trop de dettes. Il y a trop de dettes. Si les taux explosent, eh ben, tout le monde fait faillite. Et donc ils peuvent pas, donc ils sont obligés de maintenir des taux très très bas. Forcément, bah, les taux deviennent négatifs, négatifs, négatifs. Maintenant, on parle des taux à moins 10 dans quelques années. Ils vont. Ça, moi, je l'ai jamais appris à l'école. En fac d'économie, à taux négatif. Hein. C'est du jamais vu. Hein. Et là, le problème, c'est du taux négatif, c'est que vous truquez un peu, vous truquez l'économie en fait. C'est quoi un taux d'intérêt en fait? D'accord? Ça rémunère le risque en fait que vous prenez. D'accord? La logique, c'est que normalement, plus vous êtes dans le long dans le temps, vous allez, par exemple, vous empruntez, je sais pas moi, sur 10 ans ou 20 ans, normalement les taux c'est de plus en plus élevé, parce que le risque en fait est élevé. Plus le temps avance, et ben plus le risque était élevé. Et ben en fait ils ont truqué cette logique en disant que plus le temps est long, ben, plus c'est négatif. Mais moins de risque en fait. Ben, c'est faux. C'est faux. Vous voyez? Ils ont inversé complètement le système. C'est n'importe quoi. Les taux négatifs, c'est du n'importe quoi. Du coup, vous ne, comment dire, comme l'argent est tellement, comment dire, ils ont tellement appris l'argent, il y a beaucoup d'argent, et du coup, on a beaucoup d'entreprises zombies, donc normalement qui doivent faire faillite, mais ils ne font pas faillite parce qu'il y a tellement de liquidités à taux zéro, à taux très très bas, bah, donc ils vont emprunter, etc. Et donc ça crée également des entreprises zombies, quoi, complètement zombies, qui n'est pas viable, hein, qui n'est pas viable en fait économiquement. Et donc c'est truqué de l'économie, c'est truqué quoi, c'est truqué de l'économie. C'est pas du capitalisme, c'est fini le capitalisme. Le capitalisme c'est bah, si l'entreprise ne marche pas, vous faites faillite et voilà, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça le capitalisme. Là, ce n'est plus du capitalisme, c'est une entreprise, c'est système administré. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est un système complètement administré. D'accord? Parce que les banques centrales maintenant achètent des actions, hein, achètent des ETF, comme la banque centrale japonaise, elle détient 80% de la bourse japonaise. Vous voyez? Ils le font de manière indirecte en plus. Ils passent par des filiales, etc. Je sais que la Banque centrale européenne également achète de la dette d'État et la dette des entreprises privées. Donc c'est assez facile pour les grosses boîtes en fait d'emprunter à des taux zéro quoi. C'est incroyable, non? Et c'est pour ça qu'on voit une augmentation des fusions acquisitions. C'est normal parce que vous avez un taux zéro, vous allez emprunter 10 milliards ou 1 milliard à taux zéro, à taux très faible, et vous savez très bien que la banque centrale va acheter votre dette. Et avec cet argent, vous allez acheter d'autres entreprises, faire une fusion acquisition. C'est pour ça qu'il y a une hausse, énorme de fusion acquisition. Et donc, qui sont les intermédiaires? Ben, ce sont les banques qui négocient les fusions-acquisitions. C'est comme les dettes d'État, ben, ce sont les banques qui sont intermédiaires pour, comment dire, vendre de la dette d'État, en fait. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses avec cette vidéo. Mettez-moi un like si vous avez aimé et continuez à suivre cette chaîne. Et je vais essayer de trouver, de mettre des interviews des gens dans la finance ou bien dans le monde de crypto. Ok? Passez une bonne journée, au revoir.